Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons tout d'abord tenter de comprendre quelles sont les tendances en matière d'épargne au niveau européen, notamment avec les constatations de l'Observatoire de l'épargne européenne, avant d'aller un petit peu plus en détail et de découvrir et commenter l'indice patrimonial développé par l'Observatoire de l'épargne européenne. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Gérard Ramex. Tout d'abord, bonjour Gérard Ramex. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de l'Observatoire de l'épargne européenne. Vous êtes également président du Haut Comité juridique de la place financière de Paris et ancien président de l'AMF. Bienvenue sur ce plateau. Nous avons le plaisir également d'être accompagné par Grégoire Nac. Bonjour Grégoire Nac. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne. Bienvenue également à vous sur ce plateau. Alors, l'Observatoire de l'épargne européenne, je ne suis pas sûr que tous les gens qui nous écoutent sachent exactement de quoi il s'agit. Gérard Ramex, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de cet Observatoire de l'épargne européenne qui existe depuis une vingtaine d'années ? L'OE est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années avec l'appui des régulateurs et de certains acteurs publics comme la Banque de France, la Caisse des dépôts, et qui comprend principalement des banquiers, des gérants d'actifs et également des chercheurs. D'accord. Alors le but, c'est de faire mieux connaître, mieux comprendre l'épargne, qui est faussement simple, c'est un univers en fait assez complexe, et puis d'avoir un lien avec les chercheurs, c'est-à-dire de promouvoir, nous finançons des équipes de chercheurs qui proposent des thèmes en lien avec l'épargne. D'accord. Et par exemple, l'importance de l'épargne en matière économique, c'est lié avec la croissance, le financement de l'économie. Le financement de l'économie, l'impact des taux bas pendant une durée longue, l'attitude des épargnants par rapport au risque ou par rapport à des investissements comme ceux dont vous parliez tout à l'heure, type ISR, vert, etc. Et donc, ce sont tous ces travaux que nous faisons et qui sont publiés sur notre site. Avec cette idée de comprendre finalement les grandes tendances en matière d'épargne au niveau européen, pas uniquement pour la France, mais au niveau européen. Oui, tout à fait. Alors, les chercheurs qui travaillent sur la base de nos appels d'offres prennent des données dans les différents pays européens. Certains, par exemple, autrefois, on avait une équipe de chercheurs qui a travaillé sur des données norvégiennes pour essayer d'étudier certaines tendances. Donc, et deuxièmement, on essaye évidemment de comparer et de situer l'épargne française par rapport à l'épargne telle qu'elle est dans les différents pays de l'Union européenne et puis au Royaume-Uni maintenant qui est hors Union européenne. Alors vous avez publié il y a quelques semaines maintenant un tableau de bord de l'épargne en Europe avant de faire un focus dessus. Est-ce qu'il y a un rapport à l'épargne différent dans les différents pays européens que vous suivez? Vous le constatez, ce rapport à l'épargne un peu différent? Oui, il y a des grands écarts entre les pays. Le premier facteur discriminant, c'est la retraite. Bien sûr. On a un régime de retraite par capitalisation, auquel cas il y a une épargne financière beaucoup plus importante, plus tournée vers des produits à risque de type actions ou obligations des entreprises. À risque, mais donc de long terme également. À risque au plan technique. C'est-à-dire, le risque est rémunéré en général sur le long terme ou sur le moyen et sur le long terme. Donc plus on a un instrument long, plus logiquement on doit allouer une partie de son investissement à des investissements dits risqués. D'accord. L'autre différence, c'est la relation avec l'immobilier. La part du patrimoine financier dans le patrimoine des ménages d'un pays est assez variable. D'accord. En France, on est à peu près à 40%. Dans les pays qui sont plus tournés vers les actions et aussi plus tournés vers la capitalisation, on atteint 55% dans l'Europe du Nord et même 60% en Suède de mémoire. Ah, ça veut dire qu'en France, on est plus axé d'abord vers l'immobilier avant d'aller vers de l'épargne financière qui intervient dans un second temps, si je comprends ce que vous nous dites. Oui, tout à fait. Et alors, quand on regarde un petit peu vos tableaux de bord de l'épargne en Europe, alors dans un contexte, c'est quelque chose que vous calculez trimestriellement, si je ne dis pas de bêtises. Chaque trimestre, c'est complet. Chaque trimestre, bon là, on pourrait parler en semestre finalement vis-à-vis de ce grand changement qu'ont pu connaître les épargnants, que ce soit en matière de hausse de taux de la BCE, l'impact sur les taux de crédit immobilier, d'incertitude notamment sur les marchés financiers. Qu'est-ce que vous constatez au niveau de l'épargne européenne, si vous avez des données harmonisées, dans ce tableau de bord de l'épargne en Europe? Il y a eu une augmentation du taux d'épargne pendant la période Covid, à la fois parce qu'il y avait moins de possibilités de consommer et certainement aussi compte tenu des risques et de l'inquiétude
Depuis cette période et un peu dans tous les pays, on a un recul du taux d'épargne, mais on reste, et c'est particulièrement net en France, on reste à un taux d'épargne qui est supérieur à celui de la période 2012-2019. D'accord. Donc on épargne moins, mais on épargne toujours plus. Oui. On fait un peu plus attention, mais en même temps, ça veut dire qu'on retourne vers des investissements ou simplement on épargne moins parce que la vie coûte un peu plus cher? Oui. Alors logiquement, en termes économiques, on devrait avoir une baisse du taux d'épargne significative compte tenu de l'inflation et du recul du pouvoir d'achat. Mais en fait, c'est contrebalancé par le fait qu'il y a une certaine inquiétude. D'accord. Et on le voit dans notre pays, mais pas seulement. Une certaine inquiétude qui fait que les gens, étant incertains de l'avenir, allouent davantage de leurs revenus à l'épargne. Donc ils continuent. Au global, en Europe, on continue à épargner. On épargne sur quel type de véhicule déjà? Est-ce qu'on investit ou est-ce qu'on garde ça sur un compte courant? Et ensuite, si on investit, dans quoi est-ce qu'on investit concrètement? Alors, c'est des grandes lignes, c'est des grandes tendances, oui, évidemment, mais... Il y a une part importante, alors qui varie selon les pays, mais disons les pays latins, en particulier comme le nôtre, on a une part importante, sans doute exagérée pour des économistes qui ont une vue rationnelle de la répartition, de l'allocation des risques sur des éléments très liquides. D'accord. Soit des comptes à vue. Ou oui, d'accord. Ouais, donc directement sur un compte courant, quelque part. Alors, pour parler de la conjoncture, effectivement, en ce moment, comme les taux repartent à la hausse, eh bien, il y a un attrait, il y a des personnes qui avaient de l'argent totalement liquide sur des comptes non rémunérés, qui basculent, typiquement en France, mais on n'est pas le seul pays, vers des livrets de caisse d'épargne dont le taux nominal est plus attractif. D'accord. Même si le taux réel, en fait, est pénalisant. Si on fait si on déduit le taux d'inflation, on a des taux d'intérêt réel négatifs. Donc sur des comptes à vue, et ensuite on est, alors effectivement quand on parle au niveau européen, on est peut-être sur des produits ou des véhicules financiers un peu différents de ce qu'on a l'habitude de connaître en France, mais ensuite on va sur quoi? Reste sur des véhicules liquides pour faire face à un imprévu? Oui, tout à fait. Alors le pays dont on est le plus proche dans la structure, c'est l'Allemagne. D'accord. L'Allemagne a un taux d'épargne un peu supérieur au nôtre. C'est un des seuls en Europe qui a un taux d'épargne supérieur au nôtre. Et elle a une allocation assez proche de la nôtre. Et avec un système de retraite d'ailleurs qui est relativement voisin. Donc inversement, aux Pays-Bas, par exemple, on a une allocation très tournée vers les actions et qui se maintient en ce moment malgré les aléas de marché sur le marché actions. Grégoire Nac, donc vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne et vous avez notamment développé l'indice de performance de l'épargne financière des ménages français, qu'on pourrait également appeler indice patrimonial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous calculez avec cet indice? Je rappelle que vous êtes également à la tête d'IEM Finance, dont le métier est de réaliser des calculs d'indices boursiers, justement. Oui, entre autres, mais effectivement, on construit des indices boursiers. Et mon prédécesseur, le fondateur de IEM Finance, Didier Davidoff, était un des pères fondateurs des indices stocks et des premiers indices ISR en France avec Vigeo. Donc on a cette expertise de calcul d'indices boursiers. Et donc l'idée de l'indice de l'OE, c'est d'utiliser une formule traditionnelle d'indice action au patrimoine d'un ménage type français dans un premier temps. D'accord. Donc on vient tout juste de lancer cet indice et on aimerait bien le répliquer sur d'autres pays. Pour l'instant, je pourrais rentrer dans les détails, ce qui bloque un petit peu pour reproduire exactement ce qu'on a fait en France sur les autres pays. Mais donc l'idée est assez simple. Donc on l'a publié 2 fois. Donc on l'a lancé en fin d'année dernière et on a fait une rétropolation sur les 10 dernières années. Donc de suivre la performance d'un portefeuille type. D'accord. D'un ménage français, donc en prenant au niveau macroéconomique la composition du portefeuille financier. Donc, comme disait Gérard, donc c'est seulement 40% quand même du patrimoine total des ménages. Donc hors immobilier ou hors autre investissement, on est sur le financier. Ouais, d'accord. Je pense que c'est important de garder ça à l'esprit, Bien que sûr. cette partie financière, ça représente que 40% du total patrimoine total. Et on en discutait tout à l'heure aussi. Donc on ne regarde pas la partie endettement, quoi. D'accord. Oui, bien sûr. C'est quand on regarde le patrimoine global. Mais bref, on prend le portefeuille type
Et on regarde l'évolution de la performance de chaque classe d'actifs. D'accord. Donc, ce n'est pas parfait, mais la chose importante, c'est qu'un indice action, c'est avant tout un outil de communication. Et donc, il faut que la méthodologie soit facile à comprendre et transparente, quoi. Et donc là, les données qu'on prend, c'est les données de la Banque de France, de performance des classes d'actifs, et de France Assureur pour l'assurance vie en euros et en unité de compte. Et on applique ces taux de performance au portefeuille type, donc d'il y a 10 ans sur les 10 dernières années. Et on réalloue chaque année la composition de ce portefeuille en fonction de l'évolution au niveau macroéconomique. Avant de nous donner un petit peu justement quelles sont les performances que vous constatez, le portefeuille type, il ressemble à quoi aujourd'hui ? Donc, il est en moyenne sur les 10 dernières années, il y a 45% à peu près 40% de liquidités. D'accord. 40% de produits obligataires et 20% de produits de fonds propres, quoi. D'accord. En moyenne sur les 10 dernières années, quoi. Donc la part, avec la baisse des taux sur les 10 dernières années, la part de produits obligataires a plutôt baissé. Et donc aujourd'hui, la dernière publication, les actions, je l'appelle la poche action, tous les produits de fonds propres, c'était 21%. Donc c'est remonté un petit peu, mais il y a des effets de valorisation. Donc en France, on investit en actions, mais finalement, ça reste minoritaire par rapport aux investissements qu'on peut avoir, même dans une poche financière. Oui, c'est ça, parce que je dis c'est 20% de cette poche qui ne représente que 40% du total. Et donc, si on compare avec des pays comme la Suède, où les actions sont présentes un peu à tous les échelons. En France, par exemple, aussi, on détient très peu d'actions en direct. Oui. Alors, par exemple, il y a des pays comme la Suède où les ménages détiennent des actions en direct, alors qu'en France, on a le PEA, on a des supports qui permettraient de détenir des actions en direct, et même des OPCVM en direct, en France, c'est beaucoup plus faible qu'en Allemagne. Donc c'est surtout via l'assurance vie, quoi, en euros ou en UC. Oui, je peux faire une remarque, ce qui m'a le plus frappé dans les chiffres qui ont été produits dans cet indice, c'est le fait que malgré tout, sur une dizaine d'années, la part justement qui est en fonds propres a augmenté. Elle a augmenté lentement, mais elle a augmenté de 4% sur une dizaine d'années. Donc on est passé de moins de 20 à 20. Oui, on est à 22, donc 21. Donc ça progresse quand même. C'est un mouvement de fond, alors qui tient partie à la valorisation des actions, mais aussi au choix des épargnants, qui évoluent lentement, mais qui évoluent dans le bon sens pour nous. Et on voit effectivement que ça évolue vers de l'investissement en actions. Alors Grégoire Nac, vous nous avez dit que c'était le tout début finalement des constatations de l'indice, pour autant que nous dit la performance de cet indice sur l'historique que vous avez. Oui, alors non, la période était intéressante, parce que sur 10 années, puis il faudrait qu'on regarde si on peut remonter encore plus loin dans le passé. Donc on a une performance moyenne sur 10 ans de 2,11%. D'accord. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la poche action, la poche produit de fonds propres, elle contribue à quasiment la moitié de cette performance sur 10 années, 46%. Donc en pesant seulement 20% du patrimoine, ça pèse pour près de la moitié de la performance, quoi. Ensuite, c'était une période où les marchés actions étaient assez orientés à la hausse. Bien sûr. Mais où, en tout cas, les taux étaient très bas, quoi. Et donc, il manquait à l'épargnant toute cette structure de taux qui permet d'avoir du rendement sans prendre de risque, quoi. Et donc, il y avait un peu un arbitrage entre le risque d'un côté ou les liquidités pures. Et ce qui explique aussi que cette part liquidité, 45%, reste importante quand même. À voir comment ça va évoluer finalement au fil des trimestres dans le nouveau contexte d'investissement que l'on connaît actuellement. Merci beaucoup Grégoire Nac d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne. Merci également Gérard Ramex, président de l'Observatoire de l'épargne européenne, président du Haut Comité juridique de la place financière de Paris et ancien président de l'AMF. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart. Merci. Merci beaucoup.